Bonsoir. Au nom du CP Society France, soyez les bienvenus à notre table ronde de ce soir. Je m'appelle Gabriel Ouette et je dirige le comité ESG du CFA Society France. Des trois lettres qui composent le cycle ESG, je vous propose ce soir un focus tout particulier sur les enjeux de gouvernance en nous immergeant dans l'actualité au cœur de la réglementation européenne. Si la gouvernance est un des trois piliers de l'ESG, elle est peut-être celui dont on parle le moins médiatique, car sûrement le moins perceptible aux yeux de l'opinion publique. Le CFA Institute est depuis longtemps impliqué sur cette problématique et leur évolution, tenant son rôle d'éclaireur auprès de l'industrie financière en ces temps de profonde mutation. Le premier jalon a été posé par le CFA Institute en 2016, lorsqu'il a publié son rapport Corporate Governance Policy in the EU. 4 ans plus tard, et beaucoup de textes de loi et autres réglementations implémentées, il était opportun de faire un état des lieux en rassemblant les mêmes personnes qui avaient participé à l'élaboration de ce rapport autour des mêmes tables rondes. Des ateliers qui se sont tenus l'été dernier, on est sorti la nouvelle étude Corporate Governance and ESG Disclosure in the EU. Au moment où l'Europe met sur table son European Corporate Governance, le timing nous a semblé idéal pour vous faire découvrir cette étude et décrypter avec vous les enjeux de notre actualité réglementaire dans un but purement pédagogique. Nous aborderons dans un premier temps les différents textes de réglementation que l'Europe nous soumet et nous confronterons les lectures que peuvent porter la recherche académique à celles d'acteurs de l'industrie financière. Puis nous essaierons de comprendre l'impact du Brexit sur l'évolution de la réglementation européenne, notamment en ce qui concerne la gouvernance. Enfin, nous aborderons la façon dont les entreprises ont su s'adapter aux challenges que le confinement du Covid nous a imposés et ferons un premier état des lieux des assemblées générales virtuelles et de leurs perspectives. Nous accueillons ce soir deux fidèles du CFA Society France qui nous accompagnent régulièrement dès qu'il s'agit de réglementation ou de problématiques de gouvernance. Josina Kamerling et Loïc Dessin. Josina est en charge de la mission de sensibilisation au sein de l'équipe Advocacy du CFA Institute à Bruxelles. Elle est experte aussi bien des institutions que de la réglementation européenne. Josina est à l'initiative des tables rondes et du rapport que nous allons évoquer ce soir. Enfin, Loïc Dessin est le CEO de Proxinvest, agence française de conseil de vote spécialisée sur les questions d'assemblée générale, de gouvernance d'entreprise et d'engagement actionnarial. Loïc est aussi managing partner de l'ECGS, qui est Expert Corporate Governance Service, un réseau européen composé d'agences de services proxy locales. Je vais commencer la première question en m'adressant à Josina. Josina, vous venez de publier une étude détaillant les nouvelles réglementations que l'Europe met en place cette année, avec un focus particulier sur la gouvernance durable d'entreprise. Pouvez-vous nous éclairer sur les objectifs et le contexte de chacune de ces différentes directives et dresser un premier bilan? Vous êtes en mute. J'oublie, bonsoir à tout le monde. J'oublie toujours, ça c'est le manque de quand on est online, on oublie souvent le mute. Je suis ravie d'être ici. Merci Gabriel pour cette invitation et je suis ravie d'être ici avec Loïc. Tu as très bien décrit le pourquoi de cette étude. Le contexte européen est bien sûr particulier. Pourquoi je dis particulier? Parce que depuis 2016, quand on est sorti avec le SRD2, et en 2015, quand on est sorti avec le plan d'action sur le marché des capitaux, il y avait très peu de mentions sur ce qui est ESG. On a parlé de gouvernance dans SRD2, on a parlé des droits des actionnaires de voter sur des points importants. On a voté plus sur la transparence et la communication, mais ESG était vraiment une ligne dans ce fameux plan d'action de marché des capitals. Et de là avoir trois réglementations qui voient le jour cette année en effectif, ça a été des pas de géant qu'on n'a jamais vus dans tout ce qui est développement des législations européennes et j'en fais partie depuis 20 ans. Pour rappel, tout ce qui était au développement de MiFID, ça a pris 7 ans et en 1 an et demi à peine, on a passé 3 propositions législatives qui sont clés pour le marché de capitaux. Donc, le pourquoi et SRD était déjà un premier pas
Mais je dirais tout ce qui s'est révélé par après, avec un focus spécial sur le climat, malheureusement, pas l'éventail entier de ce qui est environnement social, je dirais c'était cet mouvement politique. Et la politique dans l'Union européenne a toujours eu un droit de prémisse sur la législation. N'oublions pas que la législation est votée par le Parlement européen et par le Conseil. Donc, il y a toujours le droit des députés, mais aussi des nations membres de l'Union. Et tout ce qui était gouvernance était géré plutôt par les pays membres. Donc, au niveau européen, il y avait très peu. Et de là, je pense, cette lacune qui a été comblée au niveau climat, quand tout le politique s'est porté au niveau mondial sur la COP21, sur les Responsible Investment, toute Greta Thunberg, tout ça a amené que l'Europe voulait se montrer en ayant les prémices de tout ce développement de législation. Et quand on voit donc le développement de ces trois pièces, la SFDR, qui est sur le disclosure, la taxonomie, qui est le framework, disons, pour vraiment déterminer, mais aussi tout ce qui est par rapport au benchmark, je dirais, c'est contraignant. Je viens d'écouter plusieurs discussions la semaine passée avec des gestionnaires, mais aussi avec des asset managers qui se préparent tous pour les grandes dates à venir. Et clairement, il y a une vision où, je dirais, tous les partis voient que ce n'est pas seulement le juridique, mais que c'est compliance, que c'est les sales teams. Tout le monde est impliqué dans cette révision de législation, ce qui fait que les débats sont plus riches. Les débats avec la commission et les agences de supervision sont plus riches. J'ai jamais vu autant de lettres qui répondent à des consultations sur la taxonomie, que ce soit sur le SFDR, que maintenant. Ça veut dire que le débat remonte. Et ceci dit, tout le monde se plaint de cette législation parce que c'est très invasive, je dirais. Mais par contre, il y a aussi beaucoup plus de partie de responsabilité de la part des acteurs. Donc, ceci est important parce qu'on est maintenant dans la deuxième phase. On a vu les trois pièces de législation qui mettent en place un framework, mais surtout dans tout ce qui est climat. Mais en deuxième phase maintenant, on vient à tout ce qui est le développement plus social avec la task force qui a été mise en place par la Commission, qui va regarder l'élargissement de la taxonomie plus sur le plan social. Ceci est important et ça c'est à venir. Ceci est important sur le plan social. Pourquoi? Parce qu'Europe a toujours parlé d'un modèle social et le social est très bien présent en Europe. Donc à venir, ce sera vraiment les discussions sur le plan social. Il y a des discussions déjà qui se basent sur tout ce qui est la participation des employés. Tout ça, c'est un mouvement qui est en train de prendre son ampleur. Et évidemment, le Parlement européen, qui est tout à fait, et depuis toujours, même pendant les discussions de SRD2, était plus sur tous les stakeholders que juste les actionnaires. Donc, le Parlement a toujours pris cette position allant en avant. Et ça, c'est vraiment clé quand on essaye de comprendre ce qui se passe au niveau européen. Au niveau européen, ils sont très conscients que les trois pièces de législation et la directive à venir sur la gouvernance durable sont contraignants et qui sont aussi en avance par rapport au reste des autres régions dans le monde. Mais clairement, ils ont fait depuis 2 ans déjà maintenant tout un travail en incorporant des gens tels que Mike Bloomberg dans ce débat, tels que d'autres pays, pour vraiment essayer de bâtir et d'élargir le champ d'action. Donc, je dirais la nouvelle initiative qui va être sur la proposition d'une directive sur la gouvernance durable est à venir dans les premiers 6 mois de cette année. Je dirais plutôt vers la fin des premiers 6 mois. Il y a du retard quand même. Et là, comme tu l'as très bien dit, Gabriel, on en parlera de la gouvernance.
Mais n'oublions pas quelque chose. Le problème de ce qui est gouvernance et de ESG, en tout cas, et sustainability au niveau européen, c'est aussi pratique. Il y a deux départements de la Commission européenne qui agissent sur ce dossier. Quand il s'agit de ESG, c'est la direction financière, FESMA, qui regarde. Quand c'est surtout la gouvernance, tout ce qui est le droit des actionnaires, droit d'entreprise, etc., c'est le département de justice. Avec deux conséquences. Quand on fait le débat dans les pays membres, c'est le ministère de justice qui s'occupe de tout ce qui est la gouvernance et le ministère d'économie et finances qui s'occupe de ce qui est ESG. Donc là, il faudrait regarder comment ça va se développer. Qu'est-ce qu'on va s'attendre dans la gouvernance? On a eu beaucoup déjà de débats sur ça, mais c'est vraiment le long terme. Vraiment définir comment les entreprises devraient agir plus avec les actionnaires, mais aussi les employés. Et donc aussi regarder de plus près tout ce qui se passe au niveau des conseils d'administration. Donc, je pense que c'est nécessaire, c'est les débats. Et pour nous, Gabriel, tu l'as bien dit, on a suivi notre premier rapport qui date de 2016 avec ce complément. On a choisi de le faire avec les mêmes gens qui étaient des investisseurs et des organisations des investisseurs retail parce qu'on voulait cette continuité. Et je vous invite tous à lire déjà le premier rapport de 2016 qui est sur notre web et après la continuation du deuxième rapport. Je sais que je touche sur ma fin de mes 30 secondes, donc voilà, j'ai vu. Gabriel, à toi. Merci Josina. Dis-moi, justement, puisqu'on parle de cette étude, quels sont les principaux enseignements que tu souhaiterais partager avec nous ce soir? Oui, merci beaucoup. Et je vais être plus bref. Ce qui était important est d'aborder, déjà dans le premier rapport, on avait parlé d'un fameux sweet spot. Qu'est-ce que c'est un sweet spot? C'est le point commun entre qu'est-ce que veulent les actionnaires, les autres stakeholders et qu'est-ce que veut le marché. Et donc, pour retrouver ce point commun, pour nous, c'était important de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour éteindre. Et je pense la modalité du rapport, déjà le premier rapport de 2016 avait établi une liste de points d'action à la fin de ce rapport pour les régulateurs, pour les investisseurs, pour les entreprises, ce qui était très innovateur parce qu'il y avait pour chacun une part de responsabilité. Et je pense qu'on ne le dit pas assez. Dans le deuxième rapport maintenant, on a continué cette initiative, donc pour chacun une liste d'actions parce qu'on veut justement inclure tout le monde dans ce débat et on ne le fait pas assez. Je dirais, ce qui est important aussi est de dire qu'au niveau européen, et on l'a discuté pendant notre table ronde, il y a très peu quand même de feedback de la part du buy side et de la part des investisseurs au niveau européen. Pendant la révision du SRD, déjà, on avait souligné ça au Parlement européen et on l'a revu maintenant. Donc, pour nous, dans notre rapport, c'est un point clé de soulever le côté des investisseurs. Mais c'était aussi tous les problèmes non résolus. Donc, vraiment, je dirais, tout l'impact que les divulgations de ESG ont eu, encore plus d'informations est imposée sur les entreprises. Comment on résout ça? Le problème des réunions virtuelles qui est soulevé maintenant avec la pandémie. Mais aussi, par exemple, au niveau européen, les législations qui parfois sont en conflit les uns avec les autres. On a soulevé la problématique de la SFDR qui est en conflit potentiel avec tout ce qui est l'information non financière. Et donc, il s'agit de vraiment trouver une législation plus horizontale, plus en amont, de ne pas créer tellement de problèmes pour le marché. Merci Josina. Merci d'avoir éclairé
Nous vous mettrons à tous, enfin, vous aurez accès au lien pour avoir le rapport à la fin du webinar, ou alors en nous contactant soit au comité advocacy, soit le comité ESG. Nous ferons un plaisir de vous donner accès à ce rapport. Alors, Loïc, je me tourne vers vous maintenant, parce que dans les directives évoquées par Josina Kamaling, la mise en œuvre de la deuxième phase de la directive sur les droits des actionnaires, SRD2, a eu lieu en septembre dernier. Quel état des lieux sur les sujets de gouvernance faisiez-vous avant son adoption? Et selon vous, quels sont les besoins auxquels ce texte a tenté de répondre? Oui, merci Gabriel pour la question. Tout d'abord, je voulais féliciter Josina aussi pour le rapport, hein, parce que c'est vrai que c'est clair qu'on a un manque d'expression de point de vue by-side en Europe. Donc, le rapport du CFA est vraiment le bienvenu sur les questions notamment de gouvernance. Et c'est vrai que cette directive droit des actionnaires 2, elle vient après la directive droit des actionnaires 1. Et en fait, son nom, on le résume comme ça en droit des actionnaires 2, mais son nom, en fait, finalement, c'est la directive visant à promouvoir ou faciliter, en tout cas, l'engagement actionnarial de long terme des investisseurs. Donc, favoriser l'engagement actionnarial de long terme des investisseurs. Pourquoi on en est arrivé là? C'est parce qu'en fait, en 2008, il y a eu la crise, notamment du système bancaire. Et face à cette crise, notamment au Royaume-Uni, certains se sont demandé pourquoi finalement les banques prenaient tel risque et finalement le législateur anglais est arrivé ou le régulateur anglais est arrivé à la conclusion que finalement il y avait un défaut de gouvernance et que dans ce défaut de gouvernance les actionnaires finalement avaient peut-être pas fait leur travail. Et quand ils se disent mais qui sont les actionnaires, ils se disent bah en fait il y a des particuliers mais il y a aussi des professionnels de la gestion. Et ils disaient, mais pourquoi les gérants, dans ce cas-là, ne font pas leur travail de contrôler les entreprises en tant qu'actionnaires dans lesquelles ils investissent ou pas assez bien? C'est peut-être aussi parce que leurs propres clients, notamment les grands institutionnels, les asset owners, finalement, font pas assez attention à la façon dont leurs gérants travaillent en fait sur ces sujets. Et donc, on aurait créé une chaîne complètement déresponsabilisée où chacun ne faisait pas assez bien son travail pour contrôler les grandes entreprises cotées, et en particulier les banques. Alors, les Anglais sont arrivés à la conclusion qu'il fallait mettre en œuvre ce qu'ils appellent un stewardship code, c'est-à-dire finalement tout un système dans lequel chacun doit rendre des comptes, quoi. Donc, les dirigeants doivent rendre des comptes aux administrateurs, les administrateurs doivent rendre des comptes à leurs actionnaires. Les actionnaires, c'est beaucoup de grands gérants d'actifs, et les grands gérants d'actifs doivent rendre des comptes à des asset owners, par exemple des fonds de pension, qui eux-mêmes doivent rendre des comptes en fait à des futurs retraités ou à des retraités, parce que effectivement ils gèrent indirectement leur argent. Donc la directive pour les actionnaires 2 a essayé de rétablir cette chaîne de responsabilité. Donc, le constat que je fais auparavant, c'est effectivement un manque de vigilance un peu des actionnaires ou même des grands investisseurs en actions sur tous les sujets qui passent en assemblée générale et qui parfois peuvent conduire à des prises de risques un peu trop élevées. Il y avait probablement aussi un manque d'intégration des enjeux ESG, c'est-à-dire qu'à l'assemblée générale, on vote aussi par exemple des sujets financiers, gouvernance, peut-être pas assez extra-financier. Donc, la directive a essayé de rétablir cela. Et on s'est rendu compte, malgré la directive droit des actionnaires 1, qu'il y avait encore il y avait en fait beaucoup de défauts dans la capacité des actionnaires à voter, et notamment à voter à l'international. Donc, en fait, il y a encore des barrières pratiques pour voter à l'international et exercer le droit de vote. Donc, ça, c'était un problème, c'est clair. Et enfin, on constatait aussi, alors côté entreprise, les entreprises regrettaient aussi de ne pas avoir beaucoup de dialogue avec leurs actionnaires ou leurs investisseurs, de ne pas réussir à les identifier pour dialoguer. Donc, il y a eu tout un effort de réflexion sur comment les entreprises peuvent mieux identifier leurs actionnaires pour mieux dialoguer, forcer un peu ces investisseurs à dialoguer. Et après, il y avait on y a mis tout un travail de réflexion sur la façon dont les actionnaires, l'Assemblée générale devait se prononcer aussi sur les rémunérations et quelle information devait être donnée aux actionnaires pour la rémunération. Parce que je suis désolé, vous m'entendez encore? Oui, oui. Oui, j'ai eu une petite coupure. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais essayer un autre micro. Voilà, bon.
Vous m'entendez ou non, Gabriel? On vous entend, mais on ne vous voit plus. Bon, mais on vous écoutez, entend. si vous je vous vois, mais vous me voyez. Et ce que je voulais dire, c'est que effectivement, il y avait de grandes différences dans la façon dont les assemblées générales votaient sur la rémunération des dirigeants, parce que effectivement, dans certains pays, on votait tous les ans. Dans certains pays, en fait, c'était tous les 4 ans. Parfois, il y avait des pays où on ne votait pas encore, en fait, sur la rémunération des dirigeants. Donc, il a fallu harmoniser ça et essayer de créer un cadre juridique de communication, d'informations clés sur la rémunération des dirigeants. Ça m'amène à la question suivante. D'après vous, quelles sont les avancées significatives que ce texte SRD2 apporte à la réglementation actuelle? En fait, les principales obligations qui ont été créées, c'est qu'on a obligé finalement les institutionnels et aussi les sociétés de gestion à définir une politique d'engagement actionnarial et à publier chaque année un rapport d'engagement actionnarial. Donc, on oblige en fait les gérants d'actifs à rendre des comptes à leurs clients institutionnels, les grands assureurs, les grands fonds de pension, et les grands fonds de pension doivent aussi rédiger un rapport à destination en fait de leurs ayants droit. Donc on recrée cette chaîne de responsabilité. On a créé effectivement un canevas commun d'informations sur la rémunération, notamment la prise en compte des critères extra-financiers dans la rémunération des dirigeants, le calcul de ce qu'on appelle le ratio d'équité. Donc le CEO, le ratio d'équité, c'est le rapport entre la rémunération du dirigeant et la rémunération du premier dirigeant et la rémunération des salariés. Donc désormais, on a cette information sur l'ensemble de l'Europe et on a un vote donc désormais dans toutes les assemblées générales de l'Union européenne sur la rémunération des dirigeants. On a aussi créé des obligations aux intermédiaires financiers pour qu'ils traitent plus vite les intentions de vote de leurs clients et qu'ils soient plus transparents sur les coûts liés à l'exercice des droits de vote. Donc, en fait, tout ça essaye de créer un cadre dans lequel l'actionnaire a plus de droits et plus facilement, qu'il puisse plus facilement les utiliser, ces droits. Et d'après vous, quelles sont les insuffisances qui seraient souhaitables de traiter? Est-ce qu'il en reste des insuffisances? Oui, en fait, notamment la dernière partie de cette directive-là qui devait être mise en œuvre début septembre, elle est encore incomplète. C'est en fait sur l'exercice des droits de vote, notamment à l'international, le fait que les banques dépositaires en fait devraient normalement, on devrait pouvoir voter à l'international de façon très facile en fait, et elles devraient normalement, elles ont quelques heures seulement pour transmettre une information de vote. Et c'est vrai qu'à l'international, la chaîne des dépositaires peut être longue, les intermédiaires financiers pour voter, donc ça devrait être plus rapide. Et ce qu'on constate, on est là au début de la saison de l'Assemblée générale 2021, on demande encore aux actionnaires parfois leurs intentions de vote 2 semaines, même parfois jusqu'à 3 semaines avant l'Assemblée générale, alors que normalement, juridiquement, on devrait pouvoir voter même dans les derniers jours parfois, avant l'Assemblée générale. Donc en fait, en faisant ça, et ça c'est dû à des systèmes interbancaires qui ne sont pas encore prêts, en faisant ça, on réduit le temps d'analyse des actionnaires, on réduit le temps de dialogue entre les actionnaires et les entreprises pour discuter de ces sujets. Donc, on met tout le monde sous contrainte, malheureusement, pour des problèmes de tuyauterie un peu interbancaire. Et ça, c'est vraiment dommage. Et après, on peut regretter, alors ça, c'est souvent dans la transposition des directives européennes. Elles ne sont quand même pas uniformes, la façon dont on transpose. Par exemple, si on prend le cas de la France, je vous ai dit qu'en fait, il fallait que les investisseurs institutionnels, donc les assureurs, les fonds de pension, les caisses de retraite, définissent une politique d'engagement actionnarial aussi, ou au moins indiquent à leurs ayants droit où est celle de leurs gérants sur leur site internet. La façon dont par exemple, la façon dont on a transposé ce périmètre en France, dont on a défini un investisseur institutionnel,
est par exemple totalement différente de la façon dont la loi de transition énergétique, par exemple avec l'article 173, a défini un investisseur institutionnel. Ce qui fait qu'en France, par exemple, il y a beaucoup d'investisseurs institutionnels qui ne sont pas concernés par la définition légale, et, alors que le même type d'investisseur dans d'autres pays va l'être. Et ça, ce n'est pas totalement normal. La Commission européenne envisage d'intégrer des nouvelles mesures au texte existant à l'horizon du troisième trimestre 2023. Josina, pouvez-vous nous parler de l'évolution à venir des réglementations telles que la taxonomie ou SFDR? Oui, et merci beaucoup, Gabriel. Merci, Loïc. C'était très intéressant ce que vous avez soulevé au niveau des différends entre la France et ailleurs. Et je dirais, en fait, la problématique, évidemment, est entre une application d'une directive et d'une régulation. On a vu que SFDR et taxonomie sont des régulations et que la SDR était une directive. Donc, on voit déjà ce champ miné par les applications différentes. À venir, ce qui est vraiment, on voit dans toutes les réflexions de la Commission européenne maintenant, c'est d'essayer de faire en sorte que toute la révision qui va se porter sur la NFRD soit bien encadrée avec la taxonomie et la SFDR. Donc, tout ce qui est information non financière, pour le moment, cette directive est vraiment plus large et beaucoup plus d'applications, je dirais. Là, le point que Loïc avait soulevé, c'est la double matérialité est vraiment clé dans cette directive, et ça va être un des points qui va être clé à revoir dans toutes les autres législations. Je dirais aussi, j'en avais parlé très brièvement, mais tout ce qui est par rapport au modèle social. Donc, on a vu les jours passés une nouvelle communication sur le nouveau modèle social. Ça va avoir un impact. Parce qu'on va travailler beaucoup plus sur le futur de la taxonomie dans tout ce qui est le domaine social. Donc, ça va être un point important. Mais toute la problématique est de nouveau ce qu'on a soulevé dans le rapport et de comment bien faire que taxonomie, SFDR, Non-Financial Reporting Directive et toutes les législations qui sont autour sur l'économie circulaire, sur tout ce qui est the Green Deal en général, et ne mettons pas non seulement ça, mais aussi tout ce qui est sur l'EU Recovery. Là, on a mis clairement un pouce pour tout ce qui est green en disant les entreprises qui sont aidées doivent être doivent suivre toute la législation européenne et démontrer. Et ça soulève de nouveau toute la problématique d'où on sort les data. Donc, tout ce qui est les informations, il y a multiples sources d'informations. Qui va être en charge, comment va être cette transparence, ça sera absolument clé. Il y a pour le moment une consultation auquel nous répondons sur tout ce qui est data transmission et je pense que de nouveau, ça c'est clé. N'oublions pas que l'Institut CFA, déjà en 2014 et 2017, qu'on avait fait les grandes enquêtes sur tout ce qui est ESG, qui étaient des enquêtes globales, on avait soulevé le point challenge de la transmission d'informations et de comment obtenir cette information. Donc, je pense que ça, à venir, ça sera absolument clé. Loïc, peut-être vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la perception des entreprises concernant ces enjeux, et notamment toutes ces réglementations spécifiques sur l'information financière et extra-financière. Les entreprises, alors, je pense elles sont malheureusement pas toutes identiques. Et je pense qu'il faut avoir une petite pensée aussi pour les mid-cap et les petites entreprises. Donc, il y a un vrai choix à faire, notamment sur la taille des entreprises pour lesquelles finalement toute cette information va être obligatoire ou volontaire en fait. Donc ça, c'est définir la taille de l'entreprise parce que la réglementation, elle va être abondante. Donc, c'est vu forcément comme une contrainte, on l'a dit, hein, publier des informations, probablement en plus avec des normes ou des règles,
peut-être qu'il y aura des bases de données européennes dans le futur, hein, comme on a Edgar en fait aux États-Unis. Donc, il y a la réflexion. Bon, moi, j'y suis totalement favorable, mais comme petit utilisateur d'Edgar, on va dire. Mais parce qu'en Europe, pour avoir accès à l'information, c'est quand même très compliqué de comprendre tous les systèmes dans chaque pays. En fait, on a des systèmes d'information différents, même si souvent c'est sur les sites des entreprises. Mais donc, il y a beaucoup de contraintes pour ces entreprises. Après, elles n'ont pas le choix. Enfin, je pense qu'elles n'auront pas le choix et que elles ont une réflexion à avoir. Alors, c'est déjà un peu dans les obligations, mais sur la matérialité aussi de ce qui doit être, enfin, de ce qui est plus important en fait sur leurs risques. Et donc dans le choix aussi je pense qu'on va avoir une partie de la régulation, une partie de la communication, et ça va être presque deux métiers différents. Il y a l'information que vous devez donner, après l'information que vous... Alors, vous pouvez toujours l'enjoliver, hein, bien sûr, mais aussi les sujets qui sont pour vous les plus importants. Et on a déjà ça dans l'audit, hein, vous savez, avec les key audit matters. Donc, il y a tout un travail à faire de pondération, de sélection des risques les plus importants. Bon, ça sera important aussi. Mais c'est une vague de fond parce que l'Europe bouge, pas seulement côté entreprise, mais côté finance responsable. Donc, on n'oblige pas, mais en fait, on influence un petit peu les flux d'investissement d'un côté. Et donc, bien sûr, les investisseurs ont besoin d'informations. Donc, c'est une vague de fonds. Et donc, il y a des vrais sujets. Par exemple, sur une mid-cap, c'est un vrai sujet. C'est de dire, il y a un coût attaché à ça. Si je le fais pas, je risque de me priver de toute une source de financement. Si je le fais, ça va me coûter de l'argent. Donc, bon, c'est pas forcément bien vu non plus à court terme des mid-cap, mais avec le temps, je pense qu'elles comprendront leur intérêt également de se mettre dans le bain. Merci Loïc de nous remettre un petit peu l'enjeu de la finance au niveau global et pas simplement que des large caps. On les oublie un peu souvent, les mid-cap et les small cap. Là, nous allons aborder un nouveau sujet. Deuxième thématique de la soirée. Josina, dans votre étude, vous traitez particulièrement de la due diligence requirement through the supply chain. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit et quel est le débat sous-jacent et d'où vient-il? Oui, merci, merci Gabriel. Ce point vient de l'action 10, et je vais être précis là, du plan d'action de la Commission européenne sur la finance durable, qui fait référence à la promotion d'une gouvernance d'entreprise plus propice aux investissements durables et plus long terme. Et en fait, la Commission, dans le cadre de cette action, doit amener un travail d'analyse et de consultation pour évaluer le besoin de divulguer la stratégie de durabilité par les conseils d'administration, y compris une diligence mais raisonnable et appropriée tout au long de cette chaîne d'approvisionnement et jusqu'où elle peut aller. Et aussi de clarifier peut-être les règles selon lesquelles les administrateurs sont censés d'agir dans l'intérêt à long terme de l'entreprise. Donc, en janvier 2020, la Commission, dans le département de justice, a publié une étude sur ces exigences de diligence tout au long de la chaîne d'approvisionnement, supply chain, qui est remarquable, je dirais, très long et très dense, plus de 200 pages, mais je conseille à quiconque qui s'intéresse à ce sujet de le lire, c'est remarquable, il y a beaucoup de case studies. Et je dirais, il y avait trois options. Ne rien faire, faire un code volontaire avec un monitoring, peut-être au niveau européen, national et puis européen, ou faire une directive ou réglementation. Je dirais, c'est compliqué. Et nous, quand on a regardé les possibilités, je dirais que nos participants aux tables rondes ont plutôt opté pour une option avec une réglementation light, peut-être du cadre. Et pourquoi? Parce que sur le continent, et ça sera plus tard intéressant quand on va parler du Brexit, mais sur le continent, on a tendance, quand il y a des points de gouvernance qui sont demandés, et je cite le cas de l'Allemagne
Quand des entreprises allemandes ont, par exemple, des points de gouvernance qui sont dans le code de loi, ils vont l'appliquer. Si ce n'est pas le cas, ils sont moins pressés de l'appliquer. C'est une, je dirais, c'est une façon de voir qu'on a notre système juridique qui est basé à des codes de loi, qui n'est pas du tout le cas de l'Angleterre, par exemple, qui agit sous le principe du common law avec des case studies. Et je dirais que là, on voit cette problématique parce que toute cette discussion dans cette étude était aussi jusqu'où il faut aller. Il y a des industries où les fournisseurs, c'est beaucoup plus simple à voir. Il y a des industries où c'est vraiment un hot topic. Et je cite le cas de l'industrie de mode avec les points difficiles sociaux qu'on connaît. Mais c'est vraiment une problématique. Et Loïc a cité le challenge pour les PME. Je dirais que c'est vraiment un challenge pour les PME. Loïc, quel est votre point de vue d'expert sur ce débat? Quelle est l'opinion de l'industrie à ce sujet et y a-t-il convergence ou divergence? En fait, je pense que alors Proximus a surtout une clientèle d'investisseurs, notamment investisseurs responsables. Donc, en plus, on est français, comme vous le savez. En France, la France a été un peu pionnier avec cette loi sur le devoir, qui a introduit le devoir de vigilance, en fait. Et a priori, ça rejoint une préoccupation des investisseurs responsables, ce devoir de vigilance sur la chaîne des fournisseurs. Effectivement, on a a priori, quand on a investi en action, on n'a pas envie, par exemple, bien sûr, de faire travailler des enfants. Donc, tout l'impact environnemental, les libertés fondamentales, les droits de l'homme, bien sûr, c'est quand même des attentes depuis longtemps des investisseurs, en tout cas responsables, et de ma caméra, je suis désolé. Donc, nous, on y est vraiment favorable. On a vu en France qu'il y avait beaucoup de résistance des entreprises, bien sûr, lors de l'adoption de cette loi, parce que on passe d'un monde où, en fait, le droit des sociétés était organisé sur la notion de la personne morale. Donc, finalement, vous investissez dans un groupe, mais qui a beaucoup de filiales et qui utilise beaucoup de sous-traitants. Mais finalement, en droit des sociétés, vous investissez dans la société mère, en fait. Et donc, si vous êtes dirigeant de la société mère, vous n'êtes pas forcément responsable de ce qui se passe dans vos filiales. On l'a vu, il y a eu vous savez, l'explosion pour la filiale de Total dans la chimie, des grandes paroisses. Enfin, en fait, il y a eu plusieurs cas comme ça. Et après, il y a eu le Rana Plaza, effectivement, qui a fait réfléchir beaucoup. Donc, mais effectivement, en termes de responsabilité, passer d'un monde où on est responsable de façon très limitée sur son petit périmètre de la société à un monde où on est responsable sur toutes les filiales et où éventuellement on nous demande aussi d'aller regarder ce qui peut se passer chez nos sous-traitants à un certain nombre de niveaux. Et c'est là où il faut définir aussi peut-être le nombre de niveaux, N plus combien, les sous-traitants. Est-ce que c'est contrôlable ou pas? Voilà, c'est pas évident. Donc, c'est pas évident pour les entreprises. Elles ont lutté. Nous, ce qu'on voit, c'est que finalement, maintenant, par exemple, sur les entreprises françaises, elles identifient mieux leurs risques sur toute leur chaîne, en fait, d'approvisionnement. Elles cartographient les risques, elles les contrôlent mieux. Mettent en place des systèmes de contrôle, aussi de lanceurs d'alerte. Donc, c'est quand même très positif. Et le fait que l'Europe s'y intéresse, alors là, du point de vue français, je pense que c'est plutôt positif parce que effectivement, si seules les entreprises françaises sont touchées, bon, c'est un peu limité et c'est un petit peu presque injuste en termes de concurrence. Si déjà toutes les sociétés européennes le font, on peut créer un cadre déjà beaucoup plus juste dans la concurrence. Et donc, je pense que c'est positif. Mais effectivement, à court terme, les entreprises voient ça comme une contrainte. Justement, à propos de contraintes, c'est ma dernière question sur le sujet, c'est quelle incidence potentielle ce texte pourrait avoir concernant la responsabilité des conseils d'administration? Alors,
Et si vous si vous vous inquiétez hein, sur le sort des administrateurs, en général, ils touchent des jetons de présence, mais ils ont aussi des politiques d'assurance qui les couvrent très souvent. Donc, ils risquent pas grand-chose. Mais l'entreprise, par contre, tout de même, il y a il y a vite des sanctions. Alors, le défaut d'avoir un plan de vigilance, par exemple en France, vous pouvez être sanctionné de 10 millions d'euros, par exemple. Alors ça, c'est le système législatif français. Voilà. Et bien sûr, après, toute partie qui a un intérêt à agir peut attaquer la société en responsabilité civile, quoi, en fait. Hein. Donc, vous pouvez avoir des dommages et intérêts. Et donc, vous pouvez avoir des ONG, vous voyez, enfin, voilà, en ce moment, je travaillais sur l'Assemblée générale de Rio Tinto, mais vous voyez, Rio Tinto, ils ont réussi à faire exploser en Australie une grotte qui avait 46 000 ans d'histoire et qui était un lieu de culte en plus pour certaines populations aborigènes, alors qu'ils le savaient, c'est absolument lamentable. Alors, le DG a dû partir, finalement, ils ont perdu leur bonus et le président finira par partir aussi. Mais est-ce que ça suffit de se dire, tiens, il y a de la pression des investisseurs et donc il y a un changement dans la direction, parce que là, en termes de pratique, on ne peut pas faire pire. Peut-être pas. Il faut aussi peut-être accepter d'indemniser. Alors, quand on est actionnaire, c'est moins sympa parce qu'effectivement, il faut payer de lourdes sommes, mais il faut accepter. Et donc, en fait, ce genre de loi finalement encourage aussi la mise en responsabilité de l'entreprise. Voilà. Et indirectement des administrateurs, parce que ça, je pense que vous l'avez remarqué, mais lorsque vous avez des choses qui se passent comme des amendes comme BNP Paribas l'a eu, ou des scandales environnementaux comme Vale, ou ce genre de cas chez Rio Tinto, la conséquence, c'est que les actionnaires qui savent qu'ils vont payer beaucoup, ou BP par exemple, en fait, le mécontentement des actionnaires fait que, en général, les dirigeants ont du mal à garder leur poste et même leur rémunération. Donc, voilà. Donc, quelque part, ça responsabilise tout de même tout le monde d'avoir ce genre de règles en place. Merci Loïc. Nous allons partir maintenant dans le Brexit. Le Brexit est devenu une réalité contraignant l'Union européenne à poursuivre seule sur le chemin de la gouvernance en parallèle de son partenaire anglais. Première question pour Josina. Pouvez-vous nous rappeler les points de convergence et de divergence entre Européens et Britanniques sur les sujets de gouvernance? Les approches européennes et britanniques vont-elles rester convergentes? Oui, merci Gabriel. Je dirais, depuis 2010, le débat de la gouvernance et du stewardship et la responsabilité fiduciaire était mené par l'Angleterre. La Financial Reporting Council, qui est donc l'institut qui était à la tête de ce Stewardship Code qui est sorti en 2010, a fait grand vague et beaucoup de discussions. Et c'était l'initiation déjà de tout ce débat sur la responsabilité fiduciaire, sur l'investissement long terme qui a mené à où on est actuellement. Donc, l'Angleterre avait beaucoup de responsabilités dans le développement de tout ce qui était responsabilité fiduciaire et investissement long terme. Tout s'est mis à un changement, je dirais, dans les dernières années. On a eu quand même au sein des autorités de supervision déjà beaucoup de discussions sur le rôle de l'Angleterre. On a vu aussi, même avant le Brexit soit effectif, des alliances entre pays qui se regroupaient. Donc, on a vu une alliance hanséatique, donc en rappelant l'ancienne alliance hanséatique du 16e, 17e, etc. siècle, qui regroupait plutôt les pays baltes, nordiques et les Pays-Bas. On a vu une alliance entre, je dirais, l'Espagne et l'Italie. On a vu une alliance aussi qui est venue maintenant, juste avant le Brexit, entre le régulateur français et néerlandais, ce qui était très intéressant.
c'est plutôt inattendu. Donc, on voit que des différentes alliances sont en train de faire et ça a beaucoup d'impact sur toute cette politique de développement de la gouvernance et des marchés des capitaux et le rôle qu'on entend, on entend de l'investisseur, de l'entreprise et du régulateur même. Mais je dirais, pour moi, ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois, on voit des régulateurs continentaux mettre dans leur discussion des mots tels que innovation, tels que forward-looking, donc regardant vers le futur. Je me rappelle très bien, il y a quelques années, avant Brexit, quand je venais, on n'avait pas ce sentiment du tout. On était surtout dans l'actuel et le passé. Et tout débat qui se pousse sur la gouvernance et sur tout ce qui est stewardship et responsabilité fiduciaire est par nécessité un regard vers le futur. Et je pense que ça, c'est clé. C'est mis maintenant dans le DNA des policy makers et des superviseurs. Mais est-ce que c'est dans le DNA de l'industrie? Je ne suis pas sûre encore. Est-ce que le fait que le régulateur a cette volonté, et je cite ici aussi l'enquête globale qu'on a faite sur l'impact du Covid en mars dernier au sein de CFA Institute, et pour ceux qui sont intéressés, il y a 2 graphiques qui sont très intéressants sur le rôle que vous, les membres de CFA, voient pour le régulateur. Et vous êtes vraiment sur le point forward-looking, donc soyons innovatifs et regardons le futur. Et donc, je crois que ça, c'est quelque chose qui va définir le développement au continent. Par contre, ce qui est en train de se passer maintenant, on avait déjà vu des commentaires que suite au Brexit, il pourrait y avoir une divergence entre l'Europe et continentale et le Royaume-Uni. Mais c'est en train de se faire. Aujourd'hui, je viens de lire dans le Financial Times, et c'était déjà, on avait vu des rumeurs avant, mais le rapport de Lord Hill, ancien commissaire de la Commission européenne pour l'Angleterre du DG FISMA, a sorti un rapport où il conseille une autre vue de tout ce qui est gouvernance et aussi par rapport aux actionnaires, donc le droit de vote différent, plutôt plus de flexibilité dans la régulation, beaucoup plus pour aider au listing des entreprises. Donc c'est clair. Le superviseur anglais a reçu aussi comme mandat d'être flexible et d'être plus à l'écoute du marché. Est-ce que ça va avoir un impact sur le continent? Bien sûr. Déjà, on l'a vu sur la taxation. Il y a eu des rumeurs d'un part et de l'autre, des accusations. Est-ce que l'Angleterre va être Singapore on Thames? On a déjà un regard sur les différents points, donc l'Irlande, les Pays-Bas et le Luxembourg, sur leur système de taxation. Donc, on peut s'attendre à vraiment une divergence où on va faire une concurrence vers le bas. Moi, je ne crois pas qu'on va faire une concurrence vers le bas parce que, comme je vous ai cité à l'avant, le modèle social est au cœur de toute notre politique. Et je pense que savoir donc le social dans le ESG va avoir un impact sur toute discussion où on va diverger ou non. Merci Josina pour cette vue sur le Brexit. Loïc, quels sont les risques s'il y a divergence des approches entre Européens et Anglais et quels sont les enjeux d'un alignement de ces approches? Les risques, un des risques qui vient d'être mentionné par Josina, c'est le risque d'alignement vers le bas. Il y a un sujet qui est mentionné d'ailleurs dans le rapport du CFA et qui est très important pour nous, mais et pour lequel finalement les Britanniques avaient un petit peu d'avance de mon point de vue, c'est-à-dire c'était le respect du principe une action, une voix en fait. C'est-à-dire chaque action a une voix et puis après plus j'investis en action, plus je pèse le jour de l'Assemblée générale, mais pas de système qui font que finalement je contrôle une entreprise alors que j'ai pas beaucoup investi. Je rappelle qu'en Suède, vous avez des sociétés comme Investor AB qui il y a des droits de vote x10 par exemple pour la famille Wallenberg, c'est quand même fou. Et ça, les Anglais en fait ont toujours tenu à ça. Mais c'est vrai que s'il y a une concurrence qui se crée dans l'attractivité des capitaux, et c'est sûr que
Londres risque d'essayer d'attirer les grandes cotations. Vous voyez, tout le monde se bat pour attirer Arabie, vous savez, Saudi Aramco plutôt, parce qu'il faut les attirer. Et tout le monde est parfois prêt à faire des distorsions. Et donc, peut-être qu'ils abandonneront certains principes. Et là, effectivement, ça risque pas d'encourager non plus nos pays européens ou l'Union européenne à nous corriger les quelques problèmes qu'on peut en avoir sur ce sujet en Europe, quoi. Donc là, il y a un risque d'alignement vers le bas. Il y a des sujets, bon, la prise en compte des enjeux sociaux actuellement depuis quelques années. J'ai l'impression que on le fait de façon différente, mais ils font attention aussi au Royaume-Uni sur là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, sur la place des salariés dans les conseils d'administration, sur le développement de l'actionnariat salarié, honnêtement, on va diverger, c'est sûr, dans le futur. Est-ce qu'il y a un risque? Je sais pas. Après, il y a une concurrence de modèles qui va se créer. Est-ce qu'il y en a un qui doit l'emporter sur l'autre? Pas forcément. Vous voyez, on a déjà des différences de modèles avec les États-Unis. Bon, les deux modèles arrivent à vivre. Voilà, certains nous diront que les price earnings sont plus élevés aux États-Unis, donc les boîtes américaines sont mieux valorisées. Mais bon, globalement, on arrive quand même à avoir des groupes européens. Donc, on peut survivre avec des modèles différents, mais aussi un petit peu en concurrence pour attirer les capitaux. Et les grandes entreprises ont une capacité de bouger aussi leurs sièges sociaux. Donc, faut être vigilant. Voilà, mais il faut pas non plus tout accepter c'est là où il faut maintenir quand même un certain niveau de standard commun en Europe. Et puis réclamer que certaines règles aussi s'appliquent aux entreprises hors de l'Union européenne qui veulent faire du business, bien sûr, dans l'Union européenne. Merci Loïc. Nous allons maintenant aborder la dernière partie de notre réflexion du jour. Nous allons parler donc du Covid et des AG virtuels. Alors, ma première question est pour vous, Loïc. La crise du Covid a bouleversé nos études et nous force à nous adapter afin d'assurer la continuité de nos activités. Il en est de même concernant la gouvernance des entreprises avec la création d'AG virtuels en 2020. Et la situation risque de perdurer en 2021. Peut-on déjà faire un premier bilan? Et d'après vous, est-ce que ce mode opérationnel initialement exceptionnel Vous avez été coupé, Gabriel, mais bon, j'espère que tout le monde a entendu votre question. C'est sur le Covid et donc les assemblées générales virtuelles. J'espère que vous m'entendez tous. Et donc, oui, le premier bilan de ces AG virtuels en 2020, bon, on était obligé de faire des AG virtuels. Il y a eu quelques effets positifs et beaucoup d'effets négatifs, en fait. Dans les effets positifs, c'est voir des entreprises qui se mettent à retransmettre par vidéo leur assemblée générale, par exemple, alors qu'elles ne le faisaient pas. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est voir des entreprises qui adhèrent un petit peu plus aux solutions électroniques de vote à distance. En France, on a par exemple Vote Access, qui est plutôt utilisé par les particuliers, mais c'est quand même bien de voir que les entreprises mettent en place ce genre de système plutôt que d'obliger tout le monde à renvoyer un formulaire de vote papier par la poste à son banquier. Donc ça, c'est des effets positifs. Après, dans les effets négatifs, c'est que, premièrement, déjà, on peut s'interroger est-ce qu'une AG virtuelle est encore une assemblée générale? C'est-à-dire, est-ce que vous avez que des votes par correspondance, en fait, à distance, en amont de l'AG? Donc, le score est connu quand l'AG commence. Normalement, une AG, c'est un lieu assez vivant où vous écoutez le dirigeant ou les administrateurs, vous posez des questions et à la fin, vous êtes un petit peu mieux éclairé pour voter. Donc, en théorie, c'est quand même un moment très important. C'est aussi un moment important pour que les dirigeants rencontrent leurs actionnaires, être un petit peu face à une foule et se rendre compte de bien se rendre compte qu'ils travaillent pour des individus aussi, qui ont investi une partie de leur patrimoine. Donc voir que finalement on peut plus poser de questions, vous voyez, aux assemblées générales, voilà, ça c'est très frustrant. Et après, dans les statistiques, ce que l'on a pu voir, c'est qu'il y avait en nombre, moins d'actionnaires votants. C'est-à-dire que finalement, vous avez aussi des particuliers, notamment les personnes âgées, qui investissent beaucoup en actions, mais en fait, si vous leur dites, vous pourrez pas aller à l'assemblée générale, mais vous allez pouvoir voter par Internet. Bon, ils n'y arrivent pas forcément, ils connaissent pas forcément Internet et finalement, au bout du compte, on a moins d'actionnaires votants. Donc ça, c'est les effets négatifs.
Est-ce que ça va perdurer cette année, en 2021, malheureusement, oui, ça va perdurer. Dans le futur, comment est-ce que ça doit perdurer? En fait, l'idéal serait que dans le futur, on ait des assemblées générales mixtes. Si on se projette et que l'on dit que l'assemblée générale reste un lieu physique où les actionnaires peuvent participer, mais si je suis gérant d'actifs à l'autre bout du monde et que j'ai envie d'assister à l'assemblée générale en direct, que je puisse le faire via une vidéo et même poser des questions via un système de chat ou même en prenant la parole par vidéoconférence, là, ça serait idéal. Donc, en fait, l'idéal ce serait peut-être des AG mixtes dans lesquels tout le monde peut un peu mieux et plus facilement participer. Donc, il y a du bon à retirer de ça, mais voilà, mais on n'y est pas. Technologiquement, techniquement, et les entreprises ont très peur, notamment, elles ont peur de mal identifier leurs actionnaires et donc de laisser quelqu'un rentrer virtuellement à l'Assemblée générale alors qu'il n'y avait pas le droit. Elles ont peur aussi qu'il y ait un bug technique en cours et qu'il y ait des plaintes sur sur les résultats de vote. Et donc après voilà et je pense que il y a des entreprises qui sont vraiment je pense déçues de ne pas pouvoir organiser cet événement. Il y a certaines entreprises ou certains dirigeants qui finalement ont pu être très contents de ne pas avoir à répondre à des questions en fait sur l'Assemblée générale, quoi. Donc ça les arrange un peu. Un bilan assez mitigé. Josina, quelle est la vue du CFA Institute sur ce sujet? Je pense que Loïc a très bien cité la problématique des AG virtuels. Mais je dirais une chose qui est claire, et je pense que c'était déjà dans le temps, quand on est passé des réunions d'analystes person to person avec les sociétés pour les résultats à peut-être online ou par des calls, et maintenant qu'on fait des AG virtuels, je pense que c'est toute la problématique de ce qu'on appelle nudging, et donc influencer de façons différentes et il y a des actionnaires qui ne sont pas du tout habitués à ce monde virtuel et c'est surtout les petits actionnaires de nouveau. Donc, je pense que là, il faut veiller vraiment à ça. Mais je dirais qu'au niveau européen, il serait vraiment bien d'avoir des recommandations et peut-être d'établir des scoreboards. J'en avais parlé très brièvement au tout début. Ce qui manque au niveau européen pour ce marché, ce fameux marché des capitaux, c'est la convergence. On y travaille depuis au moins 20 ans. La convergence est très compliquée parce qu'il y a des systèmes nationaux et surtout dans tout ce qui est droit d'entreprise. Donc, établir des scoreboards avec des comparaisons entre pays sur pays, ça peut aider à bâtir un consensus et à bâtir plus de clarté sur ce domaine et même donc les réunions virtuelles de l'AG. Merci Josina.